vision globale de l'économie circulaire, vraiment cette vision de boucle, de tuyau perpétuel. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin et de se dire, bah, concrètement, aujourd'hui, comment je le fais sur mon territoire, comment je le fais à mon échelle pour appliquer ces concepts d'économie circulaire. Donc, la première stratégie, on l'a vu, c'est l'approvisionnement durable, donc avec une exploitation plus efficace et surtout plus raisonnée des ressources que l'on exploite. Et cela, ça peut passer sur, bah, quelle est la provenance du matériau que j'utilise, son mode d'extraction, son mode de production, est-ce que c'est de la matière recyclée ou pas? Vraiment définir, le juste besoin pour éviter ce gaspillage-là. Un exemple phare, c'est l'école Pierre Chanu qui est dans le 87. Donc c'est une école qui a été construite, en bois et en bois local, donc du Douglas du Limousin. Avec des aménagements aussi qui sont, issus de l'approvisionnement durable puisque, les bancs, les petits murs et cetera sont en pierre. Donc il y a vraiment une réflexion poussée sur quels matériaux j'ai utilisés pour construire ce bâtiment et on va même encore plus loin avec de l'isolation en paille compressée, qui permet aussi une efficacité énergétique, sur ce champ-là. Il y a aussi Ils sont allés encore plus loin dans la réflexion, parce que là, on parle d'approvisionnement durable, c'est-à-dire quels matériaux, j'ai pour construire mon bâtiment. Ils sont allés aussi sur des questions de transformation recyclage en se disant: «Bah, le parquet, il est déjà et c'est un parquet réutilisé». Certaines portes ont été transformées en table basse et les moquettes ont été reprises, par une entreprise de recyclage. Donc il y a vraiment une vision globale du projet dans la disposition de cette école. Et encore pour aller plus loin, une deuxième stratégie dont vous a parlé Véronique, qui est l'éco-conception, donc bien prendre en compte tout le cycle de vie d'un produit. Heu, Cette école est allée plus loin en aménageant, bah, des espaces qui sont modulables et qu'on peut changer à l'infini pour faciliter justement, bah, soit le démontage, soit, lui donner une autre vocation. Si l'école n'est plus, bah, quelle vocation on pourrait donner à ce bâtiment-là? Et puis, d'autres choses comme des toitures végétalisées et cetera. Hem, L'éco-conception, ça peut s'envisager dans l'aménagement urbain. Heu, on on a vu que le monde était en mutation, mais les villes aussi sont en perpétuel mouvement. Il faut penser aussi déconstruction, c'est-à-dire que c'est bien de bâtir, de faire évoluer les villes, mais il faut aussi se dire, bah, que la ville change et qu'on est obligé parfois de déconstruire des bâtiments et de se dire à un moment de la déconstruction, bah, de réutiliser, de réemployer, de voir autre chose sur ces, matériaux qu'on utilise, et puis aussi penser consommation d'énergie, économie d'énergie et cetera. Donc voilà un peu un aperçu global, concret de ce qui peut se passer, sur les territoires avec cette vision, approvisionnement durable et éco-conception qui interagit bien après sur tout le cycle de vie jusqu'à la phase de recyclage. Pour aller plus loin, je vais laisser la parole à Véronique sur ce mot barbare qui est, l'écologie industrielle et territoriale. Véronique? Oui, je suis allée trop loin. Voilà. Alors, je vous ai déjà un petit peu expliqué ce qu'on entendait, ce qu'on mettait derrière écologie industrielle et territoriale, donc des actions collectives à l'échelle d'un territoire et basées vraiment sur une coopération entre acteurs qui visent à, au travers de mutualisation ou de substitution de ressources, visent à réduire leurs impacts sur l'environnement. On peut illustrer ça avec quelques idées un peu générales. Par exemple, à l'échelle d'une zone d'activité, partager des équipements entre entreprises, comme par exemple mutualiser des salles de réunion et des moyens de visioconférence, bah, c'est une action d'écologie industrielle et territoriale. Et vous en voyez directement l'impact sur le fait que, à la fois, ça évite que chacun ait son propre appareil de visioconférence ou ne l'ait pas si ça n'est pas possible pour certaines petites entreprises. Même chose pour les salles de réunion. Vous avez des entreprises qui sont en capacité à avoir des salles de réunion parce que ça a été prévu dès le départ, et d'autres qui ne le peuvent pas. Donc, non seulement on évite que se multiplient des équipements, mais en plus, on répond à des besoins en mettant en commun des ressources. L'écologie industrielle et territoriale, ça peut être aussi, et je reste à l'échelle d'une zone d'activité, ça c'est un exemple que je connais, qui existe dans le Cantal notamment, il y en a à différents endroits, mutualiser la production d'énergie à l'échelle d'une zone d'activité en implantant un méthaniseur pour
qui va produire de la chaleur pour alimenter un réseau de chaleur. Donc, il va non seulement apporter une solution mutualisée de production d'énergie aux entreprises qui sont sur la zone d'activité, mais qui en plus va apporter une solution de valorisation des déchets organiques au territoire et aux acteurs du monde agricole. Et si je vais même plus loin, ça va même leur permettre d'avoir un digestat, donc un engrais, c'est-à-dire le résidu qui sort après méthanisation, qui est un engrais qu'ils vont pouvoir répandre sur leur terre. On peut aussi aller, je dirais, utiliser l'écologie industrielle et territoriale, plus dans une vision de créer, développer, pérenniser des activités économiques en trouvant de nouvelles filières. Et c'est l'exemple qu'on a choisi pour illustrer cette stratégie, c'est le cuir de carpe des Dombes. On peut dire ça, c'est quand même quelque chose, du cuir de carpe. Alors en fait, dans les Dombes, qui est un territoire qui se trouve entre Lyon et Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, qui est réputé pour ses étangs et ses élevages et ses productions de carpe, et essentiellement destiné à la pêche, j'imagine, amateur, et puis à l'alimentation. Et en 2015, l'association de promotion du poisson des étangs des Dombes a eu l'idée de lancer un concours qui s'appelait Bulle de cuir auprès des artisans de l'Ain et des départements limitrophes. Un petit challenge leur disant, voilà, proposez-nous une idée pour créer des produits en cuir de carpe. Les artisans ont joué le jeu. Il y a eu effectivement des créations, des propositions, et depuis 2016, il y a eu création d'une marque, Cuir de carpe des Dombes. Je vous ai mis leur petit logo, vous pouvez aller sur leur site. Et d'une première collection de maroquinerie à base de cuir de carpe. Des bijoux, etc. Tout made in France, bien sûr. Et valorisant, s'appuyant à la fois sur une ressource locale, qui était juste là considéré comme un déchet, la peau des carpes une fois qu'on les a dépecées, et un savoir-faire local et une filière à qui ça a permis de donner à la fois de l'activité, mais aussi de la visibilité, c'est-à-dire que c'est en termes de communication et en termes de visibilité, cette histoire de marque cuir de carpe des Dombes, je pense que c'est un vrai succès. Et on s'aperçoit que là, on a finalement détourné ou récupéré un flux de déchets pour le transformer en une ressource qui vient alimenter des activités économiques, donc les artisans du cuir, qui vient ensuite chez les commerçants qui revendent ces produits. Et voilà, donc on a vraiment complètement bouleversé et repensé des flux du territoire, des flux de matière, là notamment du territoire. Je crois que Cindy, je te repasse la parole. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et on va changer de stratégie, la dernière qui concerne notamment les acteurs économiques, qui sont l'économie de la fonctionnalité. Donc tout à l'heure, Véronique vous a donné un exemple avec la voiture, les voitures que l'on a dans son garage la plupart du temps. Là, c'est aussi d'aller plus loin et d'avoir une autre vision. Donc l'économie de la fonctionnalité qui est bien de vendre un usage plutôt que la vente du produit lui-même. Dans cette perspective d'efficacité, on a tout autant intérêt à ce que le produit soit efficace. Et là, un des exemples qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était une entreprise qui fait de l'économie de la fonctionnalité, donc R43, qui est située en Haute-Loire, et qui a un service clé en main de vente de chaleur. Donc R43 propose des micro-chaufferies à mettre en place sur les territoires, donc dans les communes ou à proximité de bâtiments, comme des piscines, des restaurants, des maisons de retraite, etc. Et de raccorder aussi ces micro-chaufferies chez les particuliers ou aux bâtiments publics. Et R43 propose d'installer cette micro-chaufferie, de l'entretenir, mais d'en garder la propriété. Et donc, il ne vend
en fait la consommation de chaleur. C'est-à-dire que les clients ne règlent, pas l'installation de chaudières et cetera chez eux de manière individuelle, mais règlent uniquement cette consommation de chaleur. Heu et ça, est possible parce qu'il y a un compteur qui est installé et chacun peut voir sa consommation, par rapport à cette chaleur-là. Donc ces installations sont vraiment conçues à la fois pour répondre aux différents besoins énergétiques, puisque comme je vous dis, hein, je vous ai parlé par exemple de gros complètes comme une piscine ou des maisons de retraite, comme des besoins des particuliers et permet de contribuer vraiment à l'économie circulaire en proposant cette vente de chaleur, l'utilisation de la chaleur plutôt que de vendre la chaudière, individuelle qu'on pourrait avoir chez soi. Donc, c'est un exemple d'économie de la fonctionnalité à une échelle territoriale et qui marche aussi en réseau. Tout à l'heure, on a parlé d'écologie industrielle et territoriale. Les microchaufferies peuvent être aussi reliées en réseau et, heu et être mutualisées. Donc un équipement mutualisé entre les différents acteurs qui sont présents sur ce territoire, donc entre les différents usagers. Donc c'est vraiment une autre vision de voir, les choses. Parmi l'économie de la fonctionnalité, donc on parle de chaleur, heu, un des exemples qu'on rencontre dans les villes, c'est le Vélib. Par exemple, c'est une image, le Vélib, c'est de l'économie de fonctionnalité. On loue du temps plutôt que d'acheter le vélo lui-même. Ça peut être aussi un autre exemple. Mais voilà un peu comment, se concrétise, comment peut être envisagée l'économie de la fonctionnalité sur les territoires. Et là, Véronique, je te repasse la main sur la prochaine stratégie. Alors, consommation responsable. Je pense que ça fait certainement partie des stratégies les plus simples à comprendre parce que je pense que on, à plus ou moins à différentes échelles, mais on la met en œuvre déjà tous euh, en tant qu'individu, en tant que citoyen. On est tous de plus en plus vigilants à l'impact que peut avoir l'acte d'achat, nos actes d'achat par rapport effectivement à une économie et à une économie plus durable. Hein, s'interroger sur, je parlais des emballages tout à l'heure, mais effectivement sur la qualité nutritionnelle de ce qu'on achète ou si c'est un objet plus pour, comme un vélo ou quelque chose comme ça, sa réparabilité, etc. Euh, Consommation collaborative, je pense qu'on est aussi de plus en plus nombreux à, euh, à penser au troc, à l'échange, au prêt, à l'autopartage, proposer une place dans sa voiture quand on fait un long trajet, etc. Voilà, on est de plus en plus attentif. On est de plus en plus aussi attentif, parfois beaucoup pour des raisons économiques, mais qui sont tout à fait louables, à débrancher, éteindre ses appareils électriques, fermer le robinet. Enfin voilà, donc je pense que la consommation responsable, c'est quelque chose qu'on comprend assez simplement. Et l'exemple au travers duquel on voulait l'illustrer, bah voilà, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve un exemple qui concerne une collectivité. Et typiquement, bah voilà, cette collectivité, elle va avoir, alors pas en ce moment. C'est vrai que c'est peut-être pas un exemple très très bien choisi dans le contexte actuel. Je réalise pas subitement, mais néanmoins. Une collectivité, elle aura bientôt la possibilité de réorganiser des événements, marché de Noël, manifestations, concerts, et de se dire, bah, plutôt que de mettre à disposition des associations qui organisent ces événements des gobelets jetables, et ben, à partir de demain, je vais mettre à disposition des éco-cups. Des éco-cups que soit les personnes achèteront et garderont, soit ils restitueront, et que je ferai laver pour la manifestation suivante. Avec l'intérêt aussi de... Vous allez voir, on arrive souvent à parler de communication au travers et d'images et de comment on fait passer les messages qu'on veut faire passer au travers de ces démarches-là. Parce que le fait de mettre à disposition des éco-cups qui sont imprimés au nom de la collectivité avec un petit message sympa pour dire pourquoi la collectivité s'engage là-dedans. Enfin voilà, en termes d'attractivité, mais pas au mauvais sens du terme. Là, c'est vraiment une action à valoriser et à mettre en avant. Donc voilà, je n'irai pas plus loin sur la consommation responsable, parce que c'est assez simple à comprendre encore une fois. Donc Cindy, je crois que c'est à toi.
Eh oui. Une autre stratégie avant qu'on arrive au recyclage, donc l'allongement de la durée d'usage, on dit les 3 R pour, réemploi, réutilisation et réparation. Donc qu'est-ce qu'on entend, derrière ces 3 mots? Tout d'abord la réparation, bah, là, c'est très clair, on a un bien, l'idée c'est de le réparer, et de le réparer, pour allonger sa durée d'usage justement. Il y a quelque chose, qui est mis en place, par la chambre, des métiers et de l'artisanat qui s'appelle Réparacteur, qui recense tous les artisans qui s'engagent à réparer votre produit, quand il est défectueux. Et là, vous allez sur le site de Réparacteur, je vous invite à aller voir, comment ça fonctionne. Vous dites ce que vous voulez réparer, vous dites où vous vous situez et là, ça vous sort la carte de tous les artisans qui s'engagent à réparer vos produits. Le deuxième R, le réemploi, c'est là où le produit est donné ou vendu par son propriétaire initial. Donc, il lui donne une seconde vie. On a les plateformes comme Le Bon Coin, Vinted qui sont très à la mode, très en vogue et qui permettent ce réemploi entre particuliers. Pour aller plus loin, on peut parler de réemploi quand on déconstruit un bâtiment et qu'on veut récupérer, je ne sais pas, les fenêtres. Voilà, il y a des fenêtres encore en état et qu'on on souhaite les réemployer sur un autre bâtiment, les remettre, leur donner une seconde vie. Là, c'est un exemple de réemploi pour un territoire, par exemple. Hem, c'est aussi, tout ce qui est matériaux de récupération, ça peut être aussi, d'autres choses, que peuvent mettre à disposition les collectivités, comme par exemple, on parlait de manifestations tout à l'heure, les barrières, de sécurité que l'on voit dans certaines manifestations qui sont à la charge, enfin, des collectivités, des communes, peuvent être, et si on n'en a plus besoin ou si on veut les jeter, bah, plutôt que de les jeter, ça peut être aussi, de les, vendre ou à une autre entreprise qui est à côté ou à une autre collectivité à proximité. Et enfin, le troisième qui est la réutilisation et la petite différence, c'est que quand on parle de réutilisation, c'est que le produit, l'objet passe par le statut de déchet. L'autre, pas du tout, puisqu'on le répare, donc il est remis sur le marché, on le réemploie, il est aussi sur le marché. Là, il passe vraiment par le statut de déchet, c'est-à-dire qu'on va lui donner un autre usage, une autre vocation à cet, objet, ou à ce que l'on jette, enfin ce qu'on souhaite jeter. C'est l'exemple, par exemple, des cartons. On a beaucoup de déchets cartons et on voit de plus en plus, d'associations de réinsertion ou des ateliers qui proposent de faire du mobilier en carton à partir de déchets de carton. Là, c'est l'exemple, qu'on peut avoir sur ce principe de réutilisation. On a aussi, bah, là, vous voyez, je vous ai mis une petite photo, Heu, c'est beaucoup dans le design ou dans l'art qu'on utilise certains objets pour les détourner, leur donner complètement une autre, vocation et là, des bouteilles de plastique sont devenues une statue, d'éléphant. Voilà. Donc voilà ce qu'on entend par réutilisation, réemploi, réparation. Heu, une petite nouveauté aussi, c'est sorti au 1er janvier 2021, c'est l'indice de réparabilité. Vous avez certainement dû le voir à travers les infos, les médias. L'État maintenant oblige aux producteurs, de mettre un indice de réparabilité de leurs produits. Par exemple, la machine à laver, elle a son indice de réparabilité pour voir si elle est facilement réparable ou difficilement réparable et ils ont l'obligation maintenant, à côté du prix, de votre machine à laver, par exemple, de mettre cet indice de réparabilité. Donc ça sort, par exemple, de la loi AGEC qui est en cours de décision, donc la AGEC, la loi en faveur de l'économie circulaire. Donc voilà ce qui est pour l'allongement de la durée d'usage, les 3 R et on va aller vers le 4e R avec Véronique qui est le recyclage. Donc nous y voilà, quand même, à un moment, malgré tous les efforts qu'on a faits et tout ce qu'on a pu mettre en place tout au long du cycle de vie de notre objet, arrive un moment où il arrive au statut de déchet et sans réutilisation possible, comme ce dont parlait Cindy juste avant. Donc là, la question, ça va être effectivement, est-ce qu'on va être capable de dissocier les différentes matières dont est constitué cet objet et de pouvoir orienter chacune de ces matières dans des filières de valorisation. Alors, ça peut paraître simple et évident, c'est extrêmement complexe pour différentes raisons, hein, souvent liées à la manière dont sont conçus les produits au départ. Suivant les matières qu'on utilise, qui sont plus ou moins recyclables, suivant la manière dont sont assemblées ces différentes matières, je le disais tout à l'heure,
Suivant aussi, et c'est une des difficultés qu'il faudra franchir dans les années qui viennent, c'est suivant le prix qu'on attribue aux déchets, parce que le déchet, pour pouvoir le retransformer en matière, je parle bien de transformation, donc il y a souvent un process qui peut être plus ou moins compliqué. Hein, pour refaire du plastique, c'est un process qui est lourd, qui est énergivore, etc., et qui demande une technicité importante. Il y a d'autres process de recyclage qui sont plus simples. Pour illustrer tout ça, on a plutôt choisi quelque chose d'un peu, alors là, pour le coup, dans l'air du temps, et plutôt quelque chose qui paraissait pas évident au départ, qui est lié donc à la problématique des masques jetables qu'on utilise tous plus ou moins quand on n'a pas de cycle de masque tissu, et qu'on retrouve, qui sont une vraie problématique de déchets qui a déferlé d'un seul coup sur nos sociétés, hein, qu'on retrouve au mieux dans les poubelles et au pire traînant sur les chaussées ou sur les bas-côtés des routes. Et il y a une start-up qui s'appelle Cyclade, qui est dans l'Ain aussi. Je m'aperçois qu'on met en vedette l'Ain aujourd'hui au travers de nos exemples. Je ne sais pas s'il y a des participants. Donc c'est une start-up qui a été créée en 2016 et qui s'est donnée dont l'objectif, c'est de s'intéresser à des flux de déchets souvent très dégradés, pollués et compliqués à recycler, et à concevoir. Alors, c'est au travers de processus chimiques qu'ils ont eux-mêmes mis au point et qui vont mobiliser d'autres types de déchets, comme par exemple des poudres de peinture ou des poudres de tonnerre qu'ils vont utiliser comme booster dans une réaction chimique pour redonner des caractéristiques aux déchets plastiques qu'ils ont collectés. Et par exemple, Cyclade, ils ont mis en place une chaîne de recyclage des masques. Donc, évidemment, il faut ôter les élastiques, les barrettes, laver les masques. Ils reproduisent un matériau qui est du polypropylène sous forme de petites billes. Et il y a une entreprise également de l'Ain qui s'appelle Infibre qui refabrique des fils techniques à partir de ce polypropylène, fils qui vont eux-mêmes être tricotés par une société qui s'appelle Lyon, et ils produisent des t-shirts. Donc en fait, aujourd'hui, ils produisent des t-shirts qui sont d'ailleurs dont la conception a été confiée également à une entreprise locale, qui sont fabriqués à partir de nos masques jetables, des masques sanitaires jetables, déchets qu'on produit en quantité actuellement. Voilà, ça nous a semblé un bon exemple pour illustrer cette stratégie du recyclage. Voilà, on a balayé et on espère qu'on a réussi à vous faire comprendre un petit peu mieux ces différentes stratégies.